I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la 7e saison de DCS, votre rendez-vous cinéphile sur Radio Campus Montpellier 102.9 FM et sur Twitch. Je suis profondément heureux d'être ici devant vous pour présenter ma toute première animation entourée d'une équipe à la fois passionnante et passionné. À mes côtés ce soir, on retrouve tout d'abord la fabuleuse Marie. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Puis, on a aussi le grand Maxime. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Moi, je suis fabuleuse. Il a raison de dire le grand parce que Maxime, ça vient du latin Maximus et Maximus veut dire le plus grand. Voilà, donc il a tout à fait raison. Ceci, c'est vrai. Voilà. Et aussi, enfin, on a notre cher Hugo. J'ai pas d'adjectif. T'es cher. Non, mais cher. Il aurait pu dire l'autre là, il a dit cher. Ouais. Hugo, franchement, t'abuses. Ouais, merci. Ça va toi? Ça va, merci. En régie, c'est le seul, l'unique, celui qui rend le son formidablement unique, Yanis, accompagné par le boss des boss Simon et aussi Costa, qui avec Simon ont commencé à prendre les manettes de la vidéo. Préparez-vous, il va nous envoyer du lourd. Ils sont trop mimi en tout cas. Ah mais parfaitement, je suis très jaloux. Au programme de nos débats, on aura les arènes de Camille Berthaud, les linceuls de David Anderberg et un J-Board Bachman de Margaret Von Roda. À cette occasion, nous recevrons une interview de Camille Berthaud, réalisatrice du film Les Arènes. En fin d'émission, c'est Marie qui nous présentera le quiz. Et on aura également notre premier moins Cannes de la troisième avec Lucas et Hugo, puisque le festival de Cannes a débuté hier. Et on terminera avec les retours de l'équipe. Vous l'avez sans doute compris, le programme est chargé. Débutons donc rapidement avec les news du fabuleux Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On commence le mercato avec le prochain film X-Men. Après le succès de Deadpool et les Wolverine et le retour de Patrick Stewart et de Ian McKellen à Magneto dans le prochain Marvel prépare évidemment un nouveau film X-Men depuis des années. Et si le projet actuel écrit par Michael Leslie, scénariste de Maccabée et Assassin's Creed, est encore très mystérieux et lointain, il semble se rapprocher puisque le studio aurait déjà trouvé un réalisateur, bien connu de la MCU. Marvel et Disney ont trouvé pour réaliser leur film X-Men Jack Schreier, réalisateur de Thunderbolt. Pour voir le retour des X-Men dans leur propre film au sein du MCU, il faudra patienter. Le calendrier semble rempli jusqu'en 2027 avec Avengers Secret Wars. On continue dans tout autre registre avec un film de résistance. C'est Laszlo Nemes, réalisateur oscarisé du Fils de Saul, qui prépare un biopic centré sur la vie du célèbre résistant français Jean Moulin. C'est Gilles Lelouch qui endossera le rôle titre, tandis que l'acteur allemand Lance Henniger qui incarnera Klaus Barbie, le triste célèbre chef de la Gestapo de Lyon. Le studio Warner vient d'annoncer que Gollum fera officiellement son grand retour sur le grand écran pour Noël 2027. Le Seigneur des Anneaux The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis, sortira au cinéma le 17 décembre 2027. Et on finit avec un autre monstre, Donald Trump. Et oui, encore un film sur le président des États-Unis. Après un jeu Apprentice, un biopic de Donald Trump réalisé par Ali Abbasi avec Sébastien Stan dans le rôle du futur président, le film n'était pas exactement une ode à la gloire de l'homme orange. Celui-ci a vainement essayé à l'époque d'en empêcher la sortie au cinéma.
Il devrait mieux aimer le prochain film sur lui. Celui-ci est porté par le producteur Andrea Levorlino, un habitué des biopics qui a notamment produit Lamborghini, L'homme derrière la légende, Ferrari et bientôt Bugatti. Vroom les voitures. Il le présentera au marché du film à Cannes dans l'espoir de trouver des partenaires pour ce qui était déjà annoncé comme un gros budget. Un budget selon lui qui pourrait bien être mis au profit d'une hagiographie du président. Oui, il compare Donald Trump à un saint. À cette date, le film n'a ni titre connu, ni réalisateur, ni scénariste, ni casting. Mais Deadline a quand même pu dévoiler un certain nombre d'informations sur le projet de ce biopic, qui succédera donc un peu, s'il mène à bout, à The Apprentice. Là où le film a basé relater sa jeunesse et l'association pleine d'abus de Donald Trump, celui produit par Levorlino devrait se concentrer sur le prestige de son sujet et il annonce que ce sera un grand biopic consacré à ce qu'a vécu et a construit Donald Jr. Trump, magnat de l'immobilier, icône de la télévision et 45e et 47e président des États-Unis. Alors, des réactions vers ce mercato ? Oui. Bah, je pense que Marie est très très contente de voir le retour du Non, Hobbit. je déteste ça. Ah ouais, mais c'est vrai. Non, mais elle a bien raison, c'est bien de la merde le Seigneur des Anneaux. Je suis très contente, j'ai très hâte de dire. Seigneur des Anneaux, Gollum, Andy Serkis, je pense que pour moi c'est un trio gagnant, donc j'ai extrêmement hâte de voir ça au cinéma. Voilà. Moi, j'ai quand même un petit peu hâte de voir ce que ça donnera le biopic sur, le film sur Jean Moulin. Déjà ça parle de la résistance lyonnaise, et la résistance lyonnaise, je pense que c'est l'un des meilleurs moments, si ce n'est peut-être le truc le plus intéressant quand on parle de la résistance en France, et je dis pas ça parce que je viens de la région lyonnaise aussi, bien quand sûr, même mais non, je pense que ça pourrait être intéressant. Après j'ai très très peur de la tournure que peut prendre le film, si ça prend une tournure beaucoup trop nationaliste ou pas. J'ai très très peur de ça parce que on risque de se confronter à un film qui est un peu pro extrême droite, comme on avait pu le voir avec Gilles Lelouch aussi, qui avait fait Novembre, et non pas Novembre mais Bac Nord. Bac Nord pour le coup, qui était un peu limite sur certains bords. Mais quand même. en traitant Jean Moulin, t'es obligé de faire un peu nationaliste. Ouais, oui, mais il y a nationaliste et nationaliste. Il y a le bon et le mauvais nationaliste. Patriote et nationaliste. Voilà, c'est ça. Mais bon, pour ce qui est après, pour le reste, le film sur Donald Trump, rien à foutre. C'est une vaste blague. On a marre de Donald Trump. Non, mais franchement, on a The Apprentice qui est génial, en plus l'un des meilleurs films de l'année dernière, et là on va nous sortir une branlette sur Donald Trump en mode oui, c'est le meilleur, machin. Allez, c'est bon, ta gueule. Selon les rumeurs, c'est quand même peut-être une demande de Donald Trump. Bah oui, bien sûr, il va injecter des millions, puis t'inquiète pas que maintenant qu'il est au pouvoir aux États-Unis, il va tout faire pour faire la promo. Venez voir mon film. Je crois que c'est ce qu'on appelle de la propagande, mais je suis pas sûr. Ouais. Venez voir mon film, vous avez une réduction d'impôt. T'inquiète pas que tous les Américains vont se jeter dessus. Bon, puis pour le reste, Seigneur des Anneaux. On continue avec un monstre et de sa condamnation. Souvent défini comme un monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu se targue aujourd'hui d'une carrière simplement colossale, mais c'est aussi un monstre tout court. Son jugement porté sur les accusations d'agression sexuelle, porté par 2 femmes après le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker, en 2021. L'une des 2 victimes présumées, décoratrice de cinéma, a porté plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. À Mediapart, celle-ci a détaillé comme l'acteur l'aurait attrapé avec une brutalité, puis l'aurait pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins, avant que les gardes du corps de Gérard Depardieu n'interviennent. Il lui aurait également tenu des propos obscènes. L'acteur, absent en tournage au Portugal sous la direction de Fanny Ardant, qui a d'ailleurs témoigné en sa faveur, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité et inscription au fichier national des délinquants sexuels. Les faits sont graves, les gestes précis, attouchement non consenti sur les fesses, le ventre, la poitrine et en marge du plateau. Le tribunal a souligné la constance de leurs témoignages, corroborés par plusieurs témoins, face à un accusé changeant de version selon les auditions. Le président Donard a insisté, Depardieu ne semble pas apprendre la notion de consentement. Le jugement va au-delà de la simple peine. Gérard Depardieu est tenu intégralement responsable du préjudice moral infligé aux victimes, condamnés à leur verser des dommages et intérêts dépassant les 28 000 €, incluant les frais médicaux et le préjudice moral. Un mini-cas présente, justice a été rendue. Son avocate appelle à briser l'impunité des artistes. Gérard Depardieu est désormais un agresseur sexuel reconnu comme tel. Maître Jérémy Assou, avocat de la défense,
dénonce une justice expéditive où accusation vaut condamnation et annonce faire appel. Alors que s'ouvre le Festival de Cannes, cette décision marque peut-être un tournant, une réaction vers ce jugement. Beaucoup de choses à dire, je trouve. Ça reste une victoire parce que on voit quelqu'un de condamné, ce qui est assez rare quand il y a des plaintes pour agression sexuelle ou viol, et d'autant plus dans le milieu du cinéma quand les gens sont puissants. Moi, j'y croyais pas trop que Depardieu serait condamné, j'avoue. Donc, c'est une victoire, mais une petite victoire. C'est du sursis, donc. Dans le sens où c'est 18 mois avec sursis, c'est-à-dire, ce mec n'ira pas en prison, quoi. Et alors qu'il mérite, et il a été condamné pour les faits sur les volets verts, mais combien de femmes l'accusent en dehors de ça ? Une vingtaine à peu près. Voilà, exactement. Et s'il a été condamné, c'est que vraiment la justice ne pouvait pas faire autrement. C'est sûr que c'est au point où les faits étaient accablants, et malgré ça, il prend que 18 mois avec sursis. Et ça, c'est quand même... quand je vois Nicolas Bedos qui est parti en prison ferme pour des faits similaires, et là, ce mec, ça fait 20 femmes qui l'accusent, il prend 10 mois avec sursis, et on va dire, oui, c'est parce qu'il est vieux, sa santé, mais je m'en bats les couilles, en fait, qu'il crève en prison, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, je dis, on n'avait pas eu autant de tolérance pour Klaus Barbie, hein? Allez, merci Maxime. Je l'aurais pas osé, cela. Vas-y, on va enchaîner. Oui, allez. Hier, c'était la cérémonie d'ouverture de Cannes. On revient sur qu'est-ce que c'est le Festival de Cannes. Hier, après avoir eu une cérémonie d'ouverture avec un hommage à Emily de Cannes et David Lynch, un acteur incroyable qui donne une palme d'or à un autre acteur incroyable, des discours poétiques et un Tarantino survolté, on peut se poser la question, mais c'est quoi le Festival de Cannes ? Le Festival de Cannes a lieu tous les ans au mois de mai et dure 12 jours. C'est l'un des événements au monde du cinéma les plus prestigieux et médiatisés. Les meilleurs films de l'année sont présentés lors du festival en avant-première devant un public de professionnels et de cinéphiles. Alors revenons sur quelques dates importantes du Festival de Cannes. Après sa première édition en 1946, dans un contexte d'après-guerre, le Festival de Cannes a rapidement acquis une réputation internationale. Il est né en 1939 d'un désir de promouvoir le cinéma libre, loin de toute censure politique, un contre-modèle à la Mostra de Venise, alors influencé par les régimes fascistes. Pendant les premières éditions, les meilleurs remportaient le Grand Prix du Festival international du film. L'iconique Palme apparaît à Cannes seulement en 1955. Actuellement, la Palme d'Or coûte 20 000 € et pèse 118 grammes. Le 13 mai 1968, le mouvement étudiant du printemps 68 a envahi le palais des festivals de Cannes. 5 jours plus tard, des acteurs et réalisateurs se joignent au mouvement et forcent André Malraux, ministre de la Culture à l'époque, de démettre Henri Langlois de ses fonctions de directeur de la Cinémathèque française. De grands réalisateurs internationaux apportent également leur soutien en retirant le film du festival. L'édition est annulée le 19 mai avec cette phrase mythique de Godard. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et avec les ouvriers, et vous me parlez de gros plans et de travelling, vous êtes des cons. Des scandales à Cannes, il y en a eu beaucoup aussi. On peut citer la Palme d'Or de Maurice Pialat pour son long métrage. Le public présent dans le public se positionne en désaccord avec cette récompense, et c'est ainsi mis à siffler et huer le réalisateur. Maurice Pialat a sobrement répondu à ses détracteurs: si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Dans le même Quoi ? Ça me dit un truc. C'est peut-être dans le générique. Dans le même genre, on peut citer le sacre de Tarantino avec Pulp Fiction. L'un des membres du public a perturbé la remise du prix de la Palme d'Or en hurlant dans la salle « Mais quel daube, c'est un scandale » au sujet de Pulp Fiction. C'est là que le cinéaste a répondu à la spectatrice par suite avec un doigt d'honneur devenu culte. Bref, le Festival de Cannes, c'est 156 films présentés, dont 22 films en compétition, 80 000 festivaliers, 36 salles de cinéma mobilisées, 500 projections, et c'est aussi 2560 mètres de tapis rouge. Cannes est bien plus qu'un tapis rouge, c'est une agora du cinéma mondial où se mêlent passion, politique, scandale, commerce et création. 5000, non ? Projection. De quoi ? T'avais dit 500 projections, on a 5000. Parce que 500, ça fait très très peu. 5000 projections. Et c'est un miroir du 7e art. C'est quoi votre rapport à Cannes ? Bah, c'est un gros rassemblement de riches qui se branlent entre eux, je trouve. C'est parce que tu n'es jamais allé à Cannes. Pardon, mais soyons honnêtes, on oblige des gens à porter des costards. Non, mais surtout que t'es jamais allé à Cannes. Je vous le dis, je vais pas être d'accord. T'es jamais à Cannes. Je suis jamais allé à Cannes, voilà. Mais je précise, je trouve que c'est malheureux, mais on a à côté de ça la cérémonie des Césars qui essaye de plus en plus et on a les écoles aussi de plus en plus qui essayent de faire comprendre que
on doit avoir un cinéma qui doit être de plus en plus ouvert et de moins en moins élitiste et justement de moins en moins rassembler uniquement une même classe, une même part de la population. Et à côté de ça, on a le Festival de Cannes qui oblige à avoir des costumes. J'ai envie de casser la gueule. Non mais voilà, mais pardon. Mais qui oblige à avoir des costumes. Et qui derrière aussi, on l'a vu notamment par exemple pour moi le scandale qui montre très bien un petit peu cet univers-là, c'est ce qui s'est passé avec le film notamment le film d'Artus, un petit truc en plus, où c'était à Cannes, c'est ça, où justement en fait il n'avait pas de costume, il y a aucun sponsor, aucune marque qui n'a voulu leur prêter de costume, et en plus de ça il n'y avait pas d'accès pour les handicapés pour leur permettre d'accéder, et c'est tout con, mais justement c'est une vitrine au fait que malheureusement le cinéma est encore aujourd'hui beaucoup trop élitiste et c'est pas les petits enfants de smicard comme nous sommes qui malheureusement allons essayer de se faire une place avec autant de facilité que les gens qui viennent de la haute, quoi. T'as raison, il y a des arguments. Mais il y a des arguments. Mais je vais me faire défoncer, je le sais. C'est pas parler, son ami, et c'est très bien, mais il y a par exemple hier, je vais pas spoiler le festival, mais ils ont montré l'ouverture de Cannes, Martyr à jour. C'est pas un film artificiel. C'est pas un film on représente le festival de Cannes. On représente le festival de Cannes avec un film d'auteur français. Après Lucas, le festival de Cannes, dire oui on est inclusif, on accepte tout le monde, c'est pas qu'avec les films, c'est avec les gens et avec comment on les accueille aussi. Et pour ce qui est de un petit truc en plus, en l'occurrence, c'était problématique. Mais je suis d'accord. Mais je laisse la parole aux autres. Parce Marie, vas-y. Écoutez, moi j'adore le Festival de Cannes. Cependant, je plus sois à tout ce que tu dis, Maxime, puisque effectivement, c'est un milieu extrêmement friqué. On voit beaucoup de gens. C'est des strass et des paillettes du cinéma. Mais quand tu y vas, tu y vas pour ça. C'est le festival qu'on voit. Mais il y a un festival qu'on voit pas. Et en fait, il y a toute une organisation, il y a toute une direction artistique autour que effectivement peut ne pas forcément plaire, mais moi j'y suis allée pendant 5 ans, tous les ans, avec des badges différents, selon les années, selon mon âge, tout ça, et à chaque fois je découvrais un festival différent, et j'ai vu un nombre de films incalculable, j'ai vécu des moments absolument incroyables à rencontrer des professionnels du cinéma qui sont tout bonnement fabuleux, c'est des souvenirs pour moi qui sont impérissables, et je vous le dis, je disais encore ça à Raph il y a quelques jours, cette année je suis encore une fois très malheureuse de ne pas y aller parce que je ne peux plus y aller pour plein de raisons. Parce que t'as plus le tarif étudiant. Parce que je ne suis plus étudiante, parce que je suis trop vieille pour certains passes, parce que le passe presse de la radio vogue de gens en gens, c'est normal. Et tu t'es fait grand remplacer pour le passe presse. Je me suis fait grand remplacer. Mais c'est surtout, je disais je pourrais en chialer de paillettes cette année. Ah mais parce que j'ai vraiment le même sentiment que toi. À chaque fois, c'est pour moi une bulle du 7e art et était dans une bulle pendant 15 jours et c'est juste fabuleux de faire ça. C'est un peu notre pèlerinage en fait. Exactement. C'est le Saint-Jacques de Compostelle des cinémas. Mais tout ce que tu dis est vrai, même par rapport à un petit truc en plus, effectivement, mais c'est aussi un truc de marque, un truc de sponsor qui est et tu le veux. Dommage, mais oui. Et 80% des festivaliers, c'est des mecs comme nous. C'est des étudiants, c'est des journalistes, si c'est des gens comme nous, pourquoi est-ce qu'on les oblige à s'habiller et à se coutumer? J'ai passé 15 jours à me changer en robe de soirée dans les toilettes du McDo, tu vois, c'est des trucs, tu vas pas l'oublier, tu vois. Tu as qu'une seule de séances où tu es habillé correctement. Après, c'est des tenues normales. Oui, bien sûr. Non, mais après le festival Cannes, ça divise, ça va même diviser avec la dame. Je salue d'ailleurs, elle dit, c'est une histoire de fric Cannes, avec derrière son marché mondial de films. Vas-y, Maxime, défonce Cannes. Non, il va arrêter là, on va arrêter les news. On va passer à autre chose. Vous voyez, même ici, à TCS, ça commence à être problématique, on me censure. Tu vas voir, avec moi, tu vas passer un bon moment. On verra, mais ça divise. Donc, vous avez donné des arguments et c'est très bien. Donc, merci Hugo pour toutes ces infos. Avec plaisir. Comme l'an dernier, le cinéma show est bien représenté au Festival de Cannes. Hugo et Lucas sont sur la croisette. L'occasion pour nous de faire un premier point Cannes. Alors vous allez m'écouter attentivement parce qu'il y a un ex-aequo. En direct de la Croisette. Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Le point Cannes de The Cinema Show. Bonjour, c'est Lucas Bernardini accompagné de Hugo Paccard. Bonjour, c'est Hugo Paccard accompagné de Lucas Bernardini. Je fais attention. Je fais attention de pas mettre mon doigt sur le micro. Ouais. Nous sommes en direct de Cannes, juste à côté du Palace Miramar. C'est à l'envers, c'est pas grave. Ouais, c'est là où notamment se passe la semaine de la critique, qui est une des sections parallèles du festival de Cannes. Et du coup, on vient de voir l'intérêt d'Adam. On en parlera après parce que d'abord, on parle de Cannes parce que ça a commencé hier avec Partir un jour,
La cérémonie d'ouverture présidée par Laurent Lafitte, c'était vachement bien, des beaux discours. Ouais, très beau discours de Laurent Lafitte, très engagé, très dans l'actualité, moi j'ai beaucoup aimé. C'était un peu moins dynamique quand même que les discours de Camille Cotin l'an dernier, mais sinon c'était plutôt sympa à suivre. Très beau discours également de Juliette Binoche, de Robert De Niro qui m'a beaucoup ému sur son discours. Des discours très engagés cette année. Voilà, aussi, exactement. Mais très bien, de très bons discours très engagés. Voilà, et ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu un bon film en film d'ouverture, et moi je trouve que c'est pas le cas, parce que Partir un jour j'ai pas super kiffé, il y a des moments qui sont plutôt sympas à voir, des moments qui sont très cringe, et notamment au niveau et c'est malheureux, des passages un peu musicaux qui sont très mal lancés, très mal chorégraphiés, c'est un petit peu dommage. En fait c'est dommage, mais si on enlevait ces passages, peut-être que ma note remonterait, et c'est un peu dommage parce que c'est ce que le film veut vendre, quoi. Moi je suis assez d'accord dans le sens où il y a des scènes musicales que je trouve un peu ratées, mais de manière générale j'ai quand même bien aimé, je trouve la proposition assez audacieuse, même si une proposition ne fait pas un film, mais je pense que c'est quand même à voir, c'est assez original, et il y a Camaro et les To Be Tree, et je pense que ça vaut le coup de voir Bastien Bouillon chanter Camaro et les To Be Tree quand même. Et il y a aussi François Rollin qui chante du Dalida, donc voilà. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, effectivement. Du coup l'intérêt là-dedans, dont on sort juste, qui faisait l'ouverture de la semaine de la critique, un film qui est absolument, on n'en attendait rien, je pense, Lucas, tu seras d'accord avec moi. Rien. Moi j'ai été absolument bouleversé, donc ça suit l'histoire de Léa Drucker qui est alors infirmière ou docteur, je sais pas trop, c'est pas trop expliqué dans le film, dans un centre de pédiatrie, et qui suit un gamin qui a du mal à manger, avec une mère qui en fait ne croit pas en la médecine visiblement. Et du coup, on suit le combat de Léa Drucker pour tout faire pour que ce gamin remange, parce qu'il a des grosses carences et qu'il pourrait mourir. Et c'est absolument prenant, en fait. Il y a un côté très documentaire, un côté... en fait, on suit toujours le personnage de Léa Drucker quasiment sur une journée entière. Et on la suit dans ses pérégrinations avec des patients. Il y a plein de péripéties qui se passent. Et c'est ultra prenant. En fait, ça sonne comme un film chiant au résumé, mais pas du tout. C'est vraiment fait de manière à ce qu'on soit dedans, on suit, on ne décroche pas. Ouais, c'est exactement. C'est très anxiogène. En fait, comme on ne lâche jamais le personnage de Léa Drucker, mais jamais on lâche ce personnage-là, on la suit et on s'implique émotionnellement dans tout ce dans quoi elle s'implique elle-même. Et comme ce patient-là, elle s'y intéresse personnellement, plus que les autres patients, parce qu'au début on la voit slalomer entre les patients, et puis à un moment il y a quand même un focus qui se fait sur ce petit garçon là et sa mère qui est incarnée par Anna Maria Bartolomei, et je trouve que Léa Drucker et Anna Maria Bartolomei d'ailleurs font un travail vraiment très impressionnant. Il y a un super duo d'actrices derrière, effectivement. Carrément, et la mise en scène qui rend le tout super anxiogène et très il y a une photo réussie. Très bleutée, presque carcérale en fait, c'est ça qui rend le truc très intéressant. J'essaie de tenir bien le téléphone. Et puis on a un gros programme aussi aujourd'hui, Lucas. On va commencer parce qu'on a à 12h30 Christopher McQuarrie, en conférence, d'une petite conférence d'1h30. On espère y voir quelques surprises dont on ne va pas parler tout de suite puisqu'on garde le meilleur pour la fin. Voilà, et on enchaîne avec une autre grosse conférence quand même. Robert De Niro. Oui, voilà, Robert De Niro, donc qui a reçu hier la Palme d'Or d'honneur des mains de Leonardo DiCaprio, qui vient donc pour une masterclass d'une durée d'1h30 à peu près, animée je crois par Didier Alouche, si je dis pas de conneries. Qu'on a vu hier. Ouais, qu'on a vu hier. Il marchait. Voilà, dans le palais. Voilà, on espère que ça va être intéressant, que ça va être passionnant. En même temps, c'est Robert De Niro, voilà. Et puis le soir, il y a un tout petit truc. Alors, on aurait pu choisir d'aller voir 2 westerns présentés par Quentin Tarantino. Malheureusement, il n'y a plus de place. Du coup, on s'est rabattu sur un tout petit film, un truc que vous connaissez pas trop. Un peu une corvée d'y aller. Ouais, c'est chiant. En plus, c'est en séance de gala, donc il va falloir sortir les costumes. Moi, je déteste être bien habillé, donc c'est chiant. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du film, parce que j'ai déjà oublié? C'est Mission pas possible, je crois. C'est un truc comme ça. Mission Impossible, The Final Reckoning. Du coup, en présence de l'acteur principal, son nom c'est Tom Cruise. Tom Cruise, voilà, donc, qui viendra présenter ce film, qui est présenté hors compétition dans la sélection officielle pour cette séance de gala, donc auquel on aura la chance d'assister. Voilà, exactement. 2 attentes sur ce film? Gargantuesque. Oui, c'est sa plus grosse attente de l'année. Moi, j'espère être diverti, j'espère voir des grosses cascades. Voilà. Et puis demain, Anticoning aussi. Putain, je me souviens plus ce qu'on fait demain. Ouais, j'ai pas eu I Love Perrault. Moi, je voulais voir Raphaël Quenard en vacances, mais. Oui, alors on a dans la semaine le vlog de Raphaël Quenard au Pérou. On a très hâte de voir ça. Mais sinon, attente de manière générale, j'ai très hâte de voir Dogma, le remaster de Dogma de Kevin Smith.
Sachant qu'hier on a aussi vu La Ruée vers l'or, le remaster du film de Charlie Chaplin qui est intemporel, c'est dingue. Qui n'a pas pris une ride, impressionnant. Ouais. Et j'ai très hâte aussi de voir Exit 8, très hâte de voir le Joachim Trier. Oui, aussi également le Joachim Trier a beaucoup d'attentes. Il y a le Julia Ducournau qui va arriver dans les il y a prochains Alpha, jours. c'est vrai. Voilà, donc il y a pas mal, il y a des beaux cinéastes en compétition. Il y a Eddington, The Phoenician Scheme, beaucoup de gros cinéastes en compétition. Donc bon, c'est Cannes, hein, c'est toujours la même chose. Mais à côté de ça, il y a aussi des petites séances. Alors, évidemment, on attend beaucoup mardi la masterclass du seigneur Alain Chabat. Voilà, on a très hâte de voir ça. Et aussi la masterclass de Guillermo del Toro et Alexandre Desplat, qui sera animé par la SACEM. Ça, c'est très curieux de voir ça. C'est le seul truc que j'ai eu lundi parce que je me suis mal démerdé. Mais en tout cas, on pourra s'en parler la semaine prochaine. Ouais. On vous rend l'antenne et on fait des gros bisous depuis Cannes. Et on fait un gros bisou à Gauthier, sans qui on aurait absolument pas toutes ces places. On est amoureux de toi, on t'aime Gauthier. Merci. Ils sont trop mignons. Bisous Gauthier. Et Lucas, mon remarque, mon ouverture du Festival de Cannes. Le mois Cannes, c'est terminé pour cette semaine. Passons maintenant à nos débats de la semaine. Nous commençons la partie débat avec le dernier film de David Cronenberg qui a été diffusé au Festival de Cannes l'année dernière et qui a suscité des réactions très mitigées. On se demande si nos chroniqueurs ont eu un avis aussi partagé, mais avant de le savoir, lançons la bande-annonce. When they lowered my dead wife into the ground in her coffin, I had an intense visceral urge to get into the box with her. So, another bad date last night? It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca. I'm not trying to. I did love that body. Her body was the world. The meaning and the purpose of the world. What happened? I'm seeing something in that grave. It's like a tracking device. Desecration wasn't just random. The doctors. She was a guinea pig for them. A lab rat. It's obvious they were tracking you through her. Why would they do that? Hey, honey. Hey, Karsh. I need you to make me a date with the doctor. Not feeling well? Don't trust your avatar. Someone is controlling her. What are you doing, Karsh? I wanted to know what it felt like to be shrouded. It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. Are you still alive? I don't know. Karsh, maintenant, est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Half-Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs noms, dont celle de sa femme, sont vandalisés. Karsh se met en quête des coupables. Le casting, on a le fabuleux Vincent Cassel qui parle très bien anglais, qui interprète Karsh, puis on a Yann Ruher qui interprète Pekka Terry Uni. Wow, il faut vraiment aller loin. Ken Pierce qui interprète Murray et Sandrine Hall qui interprète Sumin. Alors Hugo, ton avis sur le dernier film de Cronenberg? Alors, compliqué, Cronenberg. C'est une des premières fois qu'un film me dit ne rentre pas dans mon univers, je te claque la porte au nez. Et c'est vraiment spécial en fait. C'est vraiment un film du réalisateur, une sorte de thérapie pour lui. Et c'est très étrange. En fait, le film est très glacial, très froid. Il nous repousse même. Et en fait, t'arrives pas à rentrer dans le film et c'est une sensation très étrange qui t'arrive. Et en fait, il m'a laissé déjà en flou ce film. Je sais pas si je l'aime ou je le déteste. C'est très compliqué, je trouve. Et il y a vraiment des séquences qui sont très malaisante, de fois qui utilisent vraiment, qui gênent beaucoup, qui est très gênant.
et tu sais pas comment désirer le truc en fait. Et il y a des moments où je trouve que c'est un peu raté. Je pense que la séquence de l'IA, je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait. Ça fait là, mais il y a un truc avec ça, je comprends pas. Il y a toutes les séquences de scènes de sexe qui sont bizarres, malaisantes aussi. Parfois misogynes, je trouve, parfois mal écrit. Mais est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que ça nous amène déjà malaise que veut Cronenberg ? Je ne sais pas. Et des fois, tu as des séquences qui sont incroyables et qui te laissent scotcher sur ton fauteuil. C'est très étrange. Je pense à la scène des rêves qui m'a glacé, qui est pour moi une de mes meilleures émotions que j'ai eues depuis très longtemps, en fait, où j'étais vraiment mal à l'aise. Je pouvais pas regarder ça. Et pourtant, c'est des trucs spéciaux et ça parle de deuil, de complot, de paranoïa. Mais en même temps, ça ne parle pas de ça. Je ne comprends pas où ça veut nous en venir. Et je sais pas si je l'aimais ou pas. C'est très bizarre et je sais pas ce que je dois dire le plus encore. Donc c'est très étrange. David Cronenberg, c'est nouveau malsain, c'est nouveau étrange. Mais ouais, mais là, c'est tellement plus étrange. Mais c'est ça, il remonte à niveau, à level en plus immense. Mais j'aimerais savoir, mais Marie, est-ce que tu as été capturé dans ce film? Wow. Oui, alors que j'y croyais pas, hein, parce que tout le monde m'avait dit que c'était nul. Ouais, alors moi, je partais pas gagnante. Hein, et pourtant, j'aime bien Cronenberg, j'aime beaucoup ce qu'il fait dernièrement. J'avais aimé Les Crimes du futur. C'est quelqu'un que je trouve très créatif. Donc, j'avais envie de voir ce film quand même. Et j'ai effectivement, comme tu le dis, si bien été capturée parce que déjà, je pensais que je partais pour 1h30 de film. Et en fait, c'était 2 heures, mais finalement, c'est très bien passé. Et effectivement, Cronenberg, c'est malaisant, mais en fait, c'est sa marque de fabrique, le malaise. Hein. Si tu penses à Cronenberg, tu penses au cringe, tu penses au malaise, tu penses à des choses qui sont difficilement regardables parfois, et c'est son univers à lui. Ça, pourquoi pas ? Moi, j'aime beaucoup cet univers-là. Et pourtant, je sais que je suis une flippette, souvent. Et là, c'est un film qui a une autre saveur parce qu'on sait pourquoi il l'a fait. Et en fait, en voyant ce film, moi, j'ai ressenti une énorme compassion pour David Cronenberg parce que, évidemment, que Vincent Cassel représente David Cronenberg dans le film. Ceux qui diront non, pas vraiment. Bah si, et vous regardez une photo de Cronenberg, une photo de Vincent Cassel, c'est la même personne. Donc si, complètement. Et à travers une histoire de science-fiction, Cronenberg apprécie la science-fiction, il aime beaucoup faire des récits de science-fiction. Il parle de son propre deuil à lui, de sa femme qui est décédée il y a 4 ans. On sait très bien, il en avait parlé il y a quelques années, qu'il avait eu beaucoup de mal à se relancer dans le cinéma parce que sa femme était malade, qu'il s'en était beaucoup occupé. Quand elle est décédée, il a fait purement une dépression. C'était très dur pour lui. Déjà, en soi, l'histoire est terrible. Mais quand tu vois le film, en fait, l'histoire, il y a une histoire de science-fiction, thriller, avec ce personnage de Vincent Cassel qui cherche pourquoi on a vandalisé son cimetière, machin, qui est en soi une très bonne histoire. Et quand tu l'analyses à l'aune du deuil de David Cronenberg, c'est encore plus intéressant parce qu'en fait, tout représente sa psyché. En fait, ce qu'il essaye de nous dire, tu dis, il y a des scènes où on comprend pas trop, c'est un peu malaisant et tout, mais tout ce qu'il essaye de nous dire dans ce film, c'est la détresse qu'il a ressentie quand sa femme est décédée. Et en fait, même lui, je pense que même lui, si tu lui demandes, il saurait pas dire pourquoi. Et c'est juste ce qu'il ressentait. Et les scènes un peu bizarres de son film, c'est purement et simplement ce dont il rêvait, la tristesse, la colère qu'il a pu ressentir. Parfois, ça part dans le complot, ça part dans la paranoïa. Ben, en fait, c'est ce qu'il a certainement aussi ressenti quand sa femme est morte. C'est qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. On connaît très bien cette phrase, mais je trouve que ça correspond très bien au film. Je pense qu'il est passé par, je le connais pas, hein, mais je pense qu'il est passé par 1000 sentiments possibles et qu'il en est encore très triste aujourd'hui. Et qu'en fait, c'est un peu ça que nous dit le film, on passe par des étapes dans nos vies très difficiles, parfois qui sont très dures à s'en remettre, et parfois on s'en remet pas forcément. Et en fait, ce film, c'est juste pour me dire que il est humain et qu'il vit des choses difficiles et que c'est terrible pour lui. Je suis totalement d'accord avec toi, mais le mot utilise, c'est ressentir. Il ressent David Cronenberg. Et j'aimerais savoir, et retourner vers Maxime, est-ce que tu as ressenti une émotion dans ce film ? Ouais, alors... Oh, sa tête. Alors, je précise, j'ai bien aimé le film, en vrai. Je le trouve
beaucoup moins mauvais que ce qu'on m'en a fait de ce qu'on m'en a dit en tout cas, parce que c'est vrai que les retours Cannes étaient vraiment mitigés et beaucoup de gens ont dit que c'était clairement pas l'un des meilleurs Cronenberg. Alors moi malheureusement je peux très mal juger sur sa filmographie parce que le seul Cronenberg autre que j'ai vu c'est La Mouche, qui est peut-être l'un des plus connus et qui n'a rien à voir. Si, la science-fiction. Oui, science-fiction, ouais, peut-être. On n'a jamais eu de film Cronenberg comme ça. Hein. C'est la première fois qu'on voit un film comme ça. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ça ? Et bah, alors moi j'ai bien aimé parce que justement, Marie l'a très bien dit, on voit au fait que c'est un film qui est ultra personnel à Cronenberg. Ça se voit. Il y a des films, c'est des réalisateurs qui le font pour eux parce qu'ils veulent parler de quelque chose. Des fois, on a du mal à vraiment comprendre quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils sont passés à ce moment-là. Est-ce que ça parle vraiment de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont vécu ? Là, Cronenberg, mais ça se voit des kilomètres que c'est vraiment ce qu'il a vécu et on est vraiment plongé. Au fait, on est mis à sa place et vraiment c'est Cronenberg qui nous tient par la main et qui nous dit regarde le calvaire que j'ai vécu avec ce deuil, et je trouve que le film le met très bien en scène. Maintenant j'ai peut-être eu un problème et je pense que Marie pourrait être d'accord parce qu'on a regardé le film tous les deux. La fin arrive au niveau du film, on s'y attend pas tant, on se regarde dans le blanc des yeux et on se dit c'est-à-dire, il y a une scène post-générique. Il manque un truc. Ouais, il manque un truc. Mais figure-toi que j'ai lu un article là avant qu'on commence. Ça m'a fait comprendre un truc, mais je peux pas en parler. Donc je t'en parlerai en off. Ok, bah on va éviter de spoiler. Mais lisez des articles si vous voulez entendre le film. Pourquoi vous comprenez pas la fin ? Moi, elle m'a pas. Parce qu'elle est abrupte. Bah ouais, alors la fin, elle arrive, mais vraiment sec, quoi, mais d'un coup. Et on s'attend pas à ce que ce soit à ce moment-là. En fait, elle vole rien. Et surtout, elle est très énigmatique et j'ai eu beaucoup de mal, surtout parce qu'au fait, il y a beaucoup d'intrigues qui sont commencées dans le film. Donc on a le deuil, on a l'amour, on a la mort, mais on a aussi tout cet aspect un peu enquête policière, etc. Et je trouve que par contre, ce qui est problématique dans ce film, c'est que l'enquête policière, bah non seulement elle est pas totalement terminée, elle fait un peu bâclée sur la fin. C'est un prétexte. Mais surtout, voilà, c'est un prétexte. Et je trouve, ouais, je suis d'accord, on s'en fout complètement dans ce film. Je pense parce que oui, c'est quoi le Cronenberg s'assure lui-même de l'enquête policière. Je trouve limite que ça aurait été plus intéressant de ne pas vraiment se focaliser sur ça et vraiment se focaliser sur le deuil pur et dur. Mais je trouve que c'est le cas parce que pour moi l'enquête c'est la métaphore de lui qui cherche une raison à pourquoi il a vécu ça dans sa vie, pourquoi il a perdu sa femme. Je trouve que moi je trouve que la métaphore de trouver une raison, elle aurait pu se faire par l'amour plutôt que par l'enquête policière et ça aurait été bien plus intéressant. Mais ça reste Cronenberg qui aime faire des films de science-fiction, tu vois. Oui, on a fait, mais aussi David Cronenberg, il faut en parler. Il parle de la chair, il parle du corps. Oui. Ah bah j'aimerais avoir vos réactions sur la hanche. Alors la scène moi, de la scène de la hanche, déjà que alors la scène elle est particulière, je trouve que la lumière notamment dans ces séquences, Hugo l'a dit, c'est les meilleures séquences, mais ces séquences de rêve / cauchemar, c'est extrêmement bien géré au niveau de la lumière et visuellement c'est trop bien, mais surtout au niveau sonore. Ah, c'est terrible. La hanche. Terrible. Waouh. Mais en fait, ça met en lumière la maladie. Je trouve que Cronenberg, il parle très bien de la maladie en général. C'était aussi le cas dans Les Crimes du futur, de la douleur. Il sait mettre ça en scène, il sait en parler. Et pour moi, qui est une maladie, pas du tout un cancer, hein, j'ai une maladie qui n'est pas grave, mais je vis des douleurs comme ça au quotidien. Et parfois, ça fait cet effet-là d'un coup, tu hurles à la mort parce que la douleur est terrible. Et j'ai ressenti ça en voyant la scène. Ça m'a beaucoup parlé en tant que concernée, lointaine. Et ça m'a fait froid dans le dos parce que vraiment, oui, c'est... Oh alors, je peux pas juger, mais pour ceux qui l'ont vu, est-ce que c'est un peu un espèce de The Substance 2 Non, tellement c'est tellement... c'est pire, hein. C'est pire. Oui, mais là, ça fait réel. Là, ça fait réel. Et c'est ça qui est terrible. Mais non, le film est très bon. Je trouve en tout cas que Vincent Cassel se débrouille vraiment pas mal aussi dans le film. Il est plus sympathique quand il parle anglais. Non, en fait, je trouve qu'il est très froid. Très c'est cassé, il est froid, mais en même temps c'est une logique, enfin je veux dire le sujet, je trouve il patauge un peu en fait, c'est ça qui rend le truc très froid. Alors, qui marche. Il paraît moins con du coup. J'avoue au début j'ai eu du mal avec Vincent Cassel qui parle anglais, mais c'est parce qu'au fait au début du film je l'imaginais parler anglais en disant le cinéma c'est les popcorn, le cinéma c'est le coca, c'est les popcorn. Voilà, ça c'était la partie humoristique de Maxime. Et Diane Kruger très bien aussi. Ouais, par contre ça dépend. Juste rapidement, je comprends pas pourquoi Diane Kruger elle joue plein de rôles. Mais parce que c'est sa femme. Oui, mais alors je sais, mais elle joue la femme, mais aussi la sœur jumelle. Et je veux dire, c'est quoi c'est très vicieux. Lui, il ressent plus l'attirance sexuelle.
est-ce qu'il peut avoir de l'attirance sexuelle face à sa sœur? Il ressemble parfaitement à sa femme. Mais... Donc, il y a des films et l'intelligence artificielle est calquée sur sa femme. Oui, alors ça j'avais compris. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on utilise de plus en plus en ce moment des films où on met plein d'acteurs en double, genre Sinners avec Michael B. Jordan, parce que ça coûte moins cher. The Alto Nights avec Robert De Niro. Enfin vraiment, à un moment donné, ça commence à être chiant, quoi. Utiliser des acteurs qui ont des jumeaux pour de vrai dans ce cas-là. Oui, mais Yann Potter, elle a bien fait son œuf. Ouais, voilà. aussi, ouais. Avant d'enchaîner sur le deuxième débat de la semaine, je vous propose de marquer notre première pause musicale. Préparez vos oreilles. Avec le jour qui se rêve de la trompe des Romains des Mois. Et je l'ai mis à quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mathieu, c'est pour toi. Être seul, être sans, et en 20 ans la foule. Être sans, plus de 1000, et quelqu'un qui écoute. Il était un jour qui se rêve. Il était un jour qui se rêve. Un sourire, un échange, rien de plus ordinaire. S'engager, toi et moi, ça doit pouvoir se faire. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui se rêve. Être seul, être sans, au milieu de la foule. Être 1000 ou 100 000 et le monde à l'écoute. Il était un jour qui se rêve. Il était un jour qui se rêve. Des sourires qui s'échangent, rien qui soit ordinaire. S'engager, toi et moi, on va devoir le faire. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui se rêve. Aujourd'hui on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Aujourd'hui on sait qu'il est temps, maintenant on est ce qu'on dit. Aujourd'hui le jour qu'on attend, maintenant on sait que c'est lui. Le jour qui se rêve. Le jour qui se rêve. Le jour qui se rêve. Jamais seul, jamais sans, et toujours dans la foule. Être 1000 ou 100 000, et tout le monde qui l'écoute. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui se rêve. Aujourd'hui on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. On sait qu'il est temps, on est ce qu'on dit. Le jour qu'on attend, c'est le jour qui se rêve. 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 Le jour qui se J'adore. On poursuit l'émission en s'éloignant de l'année infinie. Moi, on est l'histoire de la poétesse autrichienne Esmeralda Bachmann, mais avant cela, allons voir la bande-annonce. Ich fühle mich ganz elend von der Hitze. Ach, ich finde es herrlich. Diese Gefahr. Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert. Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Ich war sofort fasziniert. Eine ganz neue Stimme. Die Stimme einer Frau.
Ich denke jeden Tag an Sie. Es wäre schön, wenn Sie kämen. Tada! Sie ist innamorata. Und was will er von dir? Mich heiraten. Versprich mir, dass du nie wieder unglücklich sein wirst. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Du machst aus mir noch ein Dandy. Ich zieh mich danach gleich wieder um. Wer war der Mann? Von wem sind die Blumen? Wir hatten einen Pakt. Und was du machst, ist Verrat. Ich brauche die morgen, um zu arbeiten. Und ich arbeite nicht. Ich habe den Eindruck, er ist selten. Ja, weil deine Kalaschnikow mich wahnsinnig macht. Ich halte es hier nicht mehr aus. Das heißt, du hältst es mit mir nicht mehr aus. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Du sagtest heute in deiner Rede, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dann hast du mir ja doch zugehört. Dans la moënesse chrétienne mort Bachman et au sommet de sa carrière lorsqu'elle rencontre le célèbre dramaturge Matt Frisch. Leur amour est passionné, mais des frictions professionnelles et personnelles commencent à perturber l'harmonie. On a dans le Yasmin Vicky Krieps qui interprète Gertborn Bachman, Ronald Jeffeld qui interprète Matt Frisch, Tobias Reich qui interprète Adolf Oppel et Basil Etnermetz qui interprète Hans Winner Hans. D'après mon Léman. Alors Marie, j'aimerais avoir ton avis sur ce film. Oui, moi ça me hypait beaucoup parce que ça parlait d'une poétesse et j'aime beaucoup les films qui parlent d'écrivains et d'écrivaines en général. Et je ne connaissais absolument pas Ingborg Bachmann. Et ça a l'air d'être une figure assez emblématique de la poésie allemande, concrètement. Et donc je suis arrivée à la séance de manière totalement néophyte sur le sujet. Et le film m'a beaucoup touchée. Ça parle d'une femme qui est emblématique effectivement de cette littérature-là et qui le sait très bien de son vivant. Et déjà, j'aime les personnages qui savent très bien qu'ils font des bonnes choses, qui sont pas faussement modestes. Elle l'est pas. Et j'aime ce caractère-là. Vicky Krieps est absolument incroyable dans ce rôle. J'étais extrêmement choquée du sens du détail et de la précision de ce film sur ce personnage. Parce qu'au début, on va dire qu'elle va bien. Elle est heureuse, elle rencontre un homme, tout ça. Évidemment que cette histoire d'amour va se déliter au fur et à mesure et que ça va petit à petit la détruire jusqu'à une potentielle guérison qu'elle met en place. Et c'est fou à quel point son jeu se modifie au fur et à mesure de l'état d'esprit de Ingborg. Son corps se modifie, sa manière de se tenir, de se mouvoir. Et tout est dans le sens du détail. Et on ressent absolument tous les sentiments, toutes les phases d'émotion qui la submergent. Et je trouve ça assez incroyable, son jeu, déjà. Mais moi, le truc assez marrant, c'est que mon avis me donne envie de le revoir. Mais écoute, il est toujours à le cinéma. Hein. Mais j'aimerais me retourner un peu à Hugo et lui dire, est-ce que tu as appris un truc sur cette femme ? J'ai rien appris sur cette femme, c'est ça le problème. Mais quand même. Mais si, non, non. J'ai pas appris comment elle crée, comment elle fait sa poésie. Ça parle de poétesse et tu m'expliques pas comment elle crée. On n'est pas obligé d'en parler. Mais elle le dit, elle arrête d'écrire quand elle pense qu'elle sait écrire. Je pense qu'elle saurait pas dire comment elle écrit. Juste elle écrit. Alors montre comment elle sait pas écrire justement, qu'elle sait pas comment s'exprimer. Alors, mais qu'elle sait plus en tout cas. Elle sait plus, mais montre ses hésitations. Là, j'ai l'impression qu'elle nous montre que ses relations avec ses hommes. Et ça me gêne un peu parce que je trouve que son personnage est construit qu'avec les relations avec les hommes. Elle n'a pas d'autre caractère, je trouve. À part que ces relations, la relation se passe mal. Et sinon, je trouve le rythme du film très lent, très mal amené. Les flashbacks sont très mal gérés, je trouve, dans le film. Il ne m'a pas importé. Je trouve ça dommage parce que je pense que je pourrais m'intéresser à elle. Et je trouve ça un peu triste, pour mon cas.
Mais c'est ça, les flashbacks, la temporalité du film Oui, la qui est temporalité, assez particulière. Et d'ailleurs, Maxime, ton avis sur la temporalité du film? Non, bah je suis d'accord. Non, bah je vais être complètement honnête. Hein. Le film, je m'en bats les couilles. Alors, mais voilà, mais pardon. À un moment donné, c'est pas le genre de film que j'irais voir de manière générale. Et là, je l'ai vu. Ok. Et Marie a dit, elle y est allée de manière néophyte. Moi, je suis allé de manière, je m'en bats les couilles. Je vais juste pour la radio. Pourquoi tu veux voir des films alors? Et elle a dit, le film m'a touché. Ouais, non, moi, il m'en a touché l'une sans m'en toucher l'autre, quoi. Enfin, pardon. Mais voilà, on va pas se mentir. T'as des arguments sinon? Oui, alors j'ai quand même. La lumière, le cadrage. Non, je trouve ça très beau. Vicky Krieps, écoutez, là, en fait. En vrai, oui, allez, non, mais je suis d'accord sur ça. Mais moi, j'ai 2 gros défauts sur ce film. Alors oui, déjà, le rythme, je suis complètement d'accord, qui fait que c'est extrêmement déconstruit, c'est flashbacks, sur revenir en arrière. Oui, c'est bien, mais t'en fais pas 15 000 pendant le film. Parce qu'à un moment donné, moi, non, mais parce que là, c'est chaque scène, ça change de truc. Mais je trouve qu'on s'y retrouve très bien, justement, par le jeu de Vicky Krieps. Non. Bah si. Moi en tout cas non. Moi à chaque fois j'étais en train de au tout début du film déjà j'étais en train de me dire alors attends on a vu un personnage et maintenant on passe à un autre personnage et au fait je me suis rendu compte qu'à la fin du film quand j'ai fait le lien que je me disais ah putain mais au fait le gars du début et ben c'est le même gars que je voyais à la fin aussi. C'est juste que là c'est vraiment pas le problème du film. Il y a 3 personnages. Non mais quand même. L'autre gros point négatif que j'ai avec ce film, c'est je trouve que les personnages sont tous plus détestables les uns que les autres et j'en ai marre. Non, je l'adore. Je l'adore. Non parce que je suis désolé entre alors Max. Elle est pas détestable, elle est juste prétentieuse je trouve. Mais non, elle est pas que prétentieuse. Elle est pas que prétentieuse. Des femmes qui savent qu'elles font des choses bien, qu'elles sont prétentieuses. C'est faux. C'est pas seulement le fait qu'elles fassent que des choses bien. Moi, le gros problème que j'ai avec ce truc-là, c'est que les personnages sont tous détestables parce qu'au fait, avoir des personnages avec des défauts, oui, c'est important parce que les personnages ne doivent pas être parfaits pour faire une bonne histoire. Le problème étant que moi, je trouve que dans ce film, tous les personnages ont tellement de gros défauts et n'ont tellement je sais même pas aucune possibilité de rédemption qu'en fait ils en deviennent tous détestables et moi pendant tout le film je me suis dit les personnages pour moi c'est tous des cons et je les déteste. Adolphe celui de la fin alors moi je suis désolé il est génial. Moi au fait il est seulement génial pour une seule chose c'est que ça s'appelle Adolphe Opel. Non mais c'est un jeu entre un dictateur du troisième Reich et une marque de voiture évidemment que ça me fait rire. Ça plaît pas, je vois sur la table cette divise c'est dommage, c'est quand même Vicky Krieps, il y a le film. Oui, je suis d'accord. Et ça, il faut le retenir quand même. Bof. Bon, les grilles de service, c'est vraiment quoi. Non, mais arrête, les hommes sont détestables, elle est géniale. C'est ça. Ouais, ça, c'est une belle phrase. Merci. Non, je l'ai pas trouvé détestable dans le film. Non, s'il te plaît. Moi, je l'ai trouvé conne. Voilà. Tu peux finir sur une bonne phrase, s'il te plaît, Marie. Non, dans le milieu du football, mais plus précisément dans ces coulisses, on s'en remêle ou pas, convoitise et désir dans le premier film de Camille Berthaud, Les Arènes, et avant d'entrer sur le terrain, et on rend un aperçu de la bande-annonce. I believe in this boy. Now is the time to put him in the limelight. C'est un crack. Il colle parfaitement à votre système de jeu. Tu le veux pas? Bien sûr que je le veux. T'as la film star ton fils, hein? Je suis trop contente que ça marche bien pour tous les deux. Francis, le nouveau conseiller d'Ismaïla. Enchanté. T'as un nouvel agent? C'est pas un agent, lui. C'est un tueur. Il me semble qu'on avait un deal, vous et moi, qu'Ibrahim soit le prochain à signer. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste. L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires. T'as des pieds en or, toi? Ils attendent quoi pour te faire monter avec les pros? Qu'est-ce qu'il a de plus? Moi. Personne ne signe de contrat avec Francis. Il a d'autres moyens de tenir ses joueurs. Un pistolet sur la tempe. Qu'est-ce que tu veux, Ibrahim? La même chose que toi. Tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais plus confiance? Vous me voulez? C'est mon prix. Tu joues un jeu très dangereux. Parfois un joueur veut signer dans un club. Parfois un club désire un joueur. Et parfois ils ignorent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le vrai pouvoir, il est entre celui qui désire et l'objet de son désir.
À tout juste 18 ans, Brahim, jeune footballeur prometteur et représenté par son agent et cousin Mehdi, il s'apprête à réaliser son rêve, signer son premier contrat professionnel à Lyon, mais l'arrivée d'un puissant agent étranger rebat les cartes dans cet univers où tous les coups sont permis, même la loyauté a appris. Dans le casting, il y a Ilyes Yatri qui interprète Brahim, on a Sofiane Kames qui interprète Mehdi, Edgar Ramirez qui incarne Francis, Lorenzo Giorgiolo qui interprète Camille et comme Lovin qui interprète Ariel. Maxime, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ce film t'a emballé? Alors, je suis très mitigé vis-à-vis de ce film parce que, alors d'un côté, je trouve que le cadrage et la mise en scène sont vraiment excellentes et surtout pour un premier film, c'est ultra encourageant. Je trouve qu'il y a une manière de mettre en scène et de montrer les décors qui sont très bien. Il y a aussi cet aspect où vraiment, on a des plans de manière assez conventionnelle. Les plans, ils pourraient être très courts. Et on continue à les rallonger un peu. Alors pourtant c'est juste des plans, c'est des plans de transition, c'est des plans qui sont pas forcément importants, mais je trouve que le fait qu'on les fasse durer, et ben ça marche totalement. Je dis pas ça parce qu'il y a certains plans, c'est des plans de voiture aussi, mais voilà. Mais non. Franchement, je trouve aussi. Non mais je vais arrêter. Voilà. Oui. Je trouve aussi que déjà, et ben ça filme Lyon. Et alors oui, ok, bah, c'est le Lyonnais qui parle, mais je trouve que ça filme Lyon très bien. Voilà, je trouve que ça filme Lyon très bien. Je trouve aussi que c'est tout con, mais ça se voit aussi peut-être qu'il y a un intérêt dans le fait de filmer Lyon, parce que par exemple on parle pas de la tour Pardieu, on parle de la tour Crayon. Ça c'est souvent les Lyonnais qui utilisent ça. Mais tout le monde connaît la tour Crayon, t'inquiète pas. Oui, mais voilà, tu vois, la sudiste qui parle là. Non, j'ai du Nord en plus. Donc voilà, en plus. Et par contre, j'ai un gros problème. Et alors, ça peut paraître méchant, mais ça l'est clairement pas. Et j'ai pas envie de passer pour le méchant. Mais je trouve que le gros problème de ce film, c'est qu'il manque un film. Alors, je m'explique. Je trouve déjà que les personnages, on a énormément de mal à comprendre leurs intentions. Vraiment, tout au long du film, je me suis dit, mais finalement, il veut quoi, lui? C'est clairement le but du film. Non, alors, non, le but du film, au fait, le problème, c'est que le film, j'arriverai même pas à le résumer parce que justement, en fait, les personnages, ils sont pas clairs. Je les trouve flous dans leur manière d'être écrits. C'est littéralement le but du film. C'est l'attention, c'est l'attention, on conserve pas les attentions. Alors, moi, je suis désolé, l'attention, je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. À aucun moment du film, je n'ai senti de tension. J'espère n'est le seul. L'a ressenti une tension. Oui, la tension, il y en a. Une tension. Oui, il y a une tension si savoir le mec va signer ou pas. Est-ce que ça marche dans un film de 1h40? Ça marche pas tout le temps, mais deux fois, il y a des trucs qui marchent. Je pense à la négociation, qui est pour moi une très bonne scène. Mais c'est vrai qu'il manque de surprise dans ce récit, d'un élément perturbateur. Ça fait très linéaire au fait. C'est c'est un axe et il n'y a pas de jalon. Quand ça fait des flashbacks, t'aimes pas. Quand c'est linéaire, t'aimes pas. Bon. Alors au fait, j'aime bien quand c'est jalonné, mais quand c'est bien jalonné, tu vois. D'accord. Rien à dire. Mais voilà, je trouve que pour un premier film, c'est quand même assez encourageant, mais il y a quand même ce défaut, je trouve, du scénario, même de manière générale. Mais c'est peut-être pas forcément étonnant parce que le scénario, on peut le lire à la fin des crédits, c'est marqué que le scénario, il provient d'un concours de la Fémis. Oui, voilà. On a fait, mais. Et alors? Et du coup, si c'est un concours qui a été écrit dans le cadre de la Fémis, c'est peut-être il a été écrit avant la Fémis, mais ça, on laissera Yami Berton raconter. Mais d'ailleurs, il y a une petite question de Véro Laurent, mais il a mis Lyon, Maxime. Tu connais la place de la Bourse? Un resto à conseiller dans le coin? Faut peut-être voir le film, moi, voir la réponse. Alors, je n'habite pas Lyon, j'habite dans la région lyonnaise, mais je connais un petit peu Lyon. Je peux vous recommander les petits bouchons, pente de la Croix-Rousse, c'est génial. Voilà. Enfin, t'as vraiment conseillé le truc le plus connu de Lyon, quoi. Bah oui, mais ça marche toujours. Un camembert rôti, ça passe. D'ailleurs, moi, je vais vous dire. On ne va pas s'arrêter là sur les arènes et non maintenant la réalisatrice Yami Berton qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions sur son film. Can she be late for her Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons Yami Berton pour parler de son premier long métrage, Les Arènes. Bonjour Yami, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Magnifique. Alors, première question. Comment s'est passé l'écriture de ce film? Cela s'est-il fait dans le cadre de l'atelier d'écriture de la Fémis?
Oui, disons que moi j'avais eu l'idée de ce film avant d'intégrer la Fémis. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question du cadre dans lequel j'allais l'écrire. Et il m'a semblé intéressant, effectivement, de travailler en collaboration avec d'autres scénaristes. Et donc, du coup, j'ai postulé à la Fémis et je suis rentrée dans l'atelier scénario, qui est une formation un peu particulière, parce qu'en fait, c'est plus une sorte de résidence d'écriture d'1 an qu'une formation à proprement parler. Comment est né votre désir de raconter cette histoire de convoitise autour d'un joueur de foot au cinéma? Moi, j'ai toujours été très fan de football, mais l'idée d'écrire un film sur ce sujet, elle est arrivée un peu quand j'ai commencé à lire des choses, à me renseigner sur les coulisses du milieu. En fait, à une époque, il y a commencé à y avoir des transferts sur des très jeunes joueurs. Des joueurs de 16, 17, 18 ans qui étaient achetés par des clubs dans des centres de formation parce qu'ils représentaient une promesse à la fois sportive et aussi financière. Et forcément, acheter un jeune entre 16 et 18 ans, ça coûte beaucoup moins cher qu'acheter quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui va forcément avoir une rentabilité moindre. Et donc, il a commencé à y avoir comme ça un marché très fort sur les jeunes joueurs. Ça m'a interpellée. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Je me suis renseignée sur le milieu et c'est vraiment la découverte, la plongée dans les coulisses qui m'a fait entrevoir la possibilité d'écrire un film sur ce sujet. Parce que c'est un milieu qui est très haut en couleurs, qui regorge d'histoires, qui regorge de personnages, et il y a vraiment une sorte de cinégénie dans ce milieu très forte. Voilà. Donc c'était vraiment la rencontre entre un sujet assez politique et une promesse de cinéma. J'aimerais savoir, puisque votre film parle des métiers de l'ombre dans le football, si vous avez vu le film Mercato de Tristan Ceyella qui traite du même sujet, et si oui, quel est votre avis dessus? Oui, j'ai vu le film. Je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait deux films qui parlent de ce sujet en même temps, à la même période. Ça veut dire qu'il y a un appétit, en tout cas du cinéma, pour ce sujet et que le football aujourd'hui, on peut plus considérer que c'est simplement un sujet qui concerne les fans de sport. Je pense que c'est un phénomène de société. Ça va bien au-delà de la question sportive. Et donc, c'est pas étonnant que la fiction s'en empare parce qu'il y a des histoires à raconter qui sont universelles, qui dépassent largement le cadre sportif. Et pour ce qui est de Mercato, moi j'ai vraiment apprécié le film. Je trouve que c'est un film qui est totalement qui n'est pas du tout au même endroit que les arènes, et c'est intéressant de ce point de vue-là de se dire que voilà, en fait le foot c'est un sujet tellement vaste, tellement passionnant, tellement foisonnant qu'on peut faire des films différents sur le même sujet. Nous on est dans une perspective plus intimiste qui est davantage reliée à des questions morales, à des questions voilà, je pense que le film est peut-être plus politique que Mercato, qui a des velléités plus de spectacle, mais que je trouve assez trépidant à sa façon. Je suis assez d'accord. Vous aviez déjà apporté le football et une forme d'attirance entre garçons dans votre court-métrage Passer les champs, co-réalisé avec Fabien Gavagas et Camille Melville. Ces thématiques réapparaissent dans votre long-métrage. S'agit-il d'une continuité dans votre démarche artistique ou un écho venu naturellement au fil de l'écriture? Non, je pense que c'est quelque chose effectivement qui fait partie de mon ADN et de ma culture, et je trouve intéressant de toujours proposer une sorte de pas de côté par rapport à la question du désir, par rapport à la question de la différence, la question de la singularité, de la norme. Moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément, et j'ai à cœur de les mettre partout parce que je pense il faut qu'elles infusent. Et dans les arènes, en fait, il y avait deux choses. Il y avait d'abord la question du corps qui était tout de suite très au centre du projet, parce que c'est un film sur la marchandisation, et c'est un film dans lequel on parle d'un marché, donc le mercato, sur lequel sont vendus des jeunes hommes, et donc du coup la question du corps, elle était très prégnante dans le film, et donc forcément aussi la question du regard, la question du désir, enfin ces notions-là, elles étaient vraiment très très fortes dès le début de l'écriture. Et puis ensuite, il y a aussi une chose qui m'importait, c'est que on présente un groupe d'hommes, et moi j'avais envie que on fasse circuler entre eux autre chose que des attendus, voilà, des principes de conflictualité, etc., qui sont pas forcément
porteur pour moi et je trouvais que faire circuler du désir dans ce groupe d'hommes, c'était nettement plus intéressant et ça produisait des choses nettement plus singulières. Voilà. Et effectivement, c'était aussi partir du principe qu'un joueur de foot, il est convoité, il est désiré, et donc en fait, partant de là, on peut imaginer que ce désir est protéiforme et ne pas se restreindre à la question pécuniaire. Comment avez-vous réussi à instaurer une atmosphère stressante et une tension palpable sans recourir aux artifices classiques de l'action, mais en concentrant l'intensité dans les dialogues? Je crois que ça tient beaucoup à ce que on est aux prises avec les enjeux des personnages et donc partant de là, à partir du moment où on a développé une empathie, à partir du moment où on est aux prises avec les enjeux de ce garçon, de son cousin qui est son agent, on est très 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 sensible à ce qui se joue, à ce qui se dit. Et effectivement, pour moi, c'était important que la parole soit au cœur du film, et la parole est même un enjeu du film, et elle crée une tension parce que ce jeune garçon, comme beaucoup de jeunes footballeurs, il a d'abord, dans un premier temps, pas vraiment la parole. Les gens parlent pour lui et lui, il est très observateur de ce qui se passe, etc. Et à un moment donné, il est question de lui donner la parole et donc par là même de lui donner peut-être, de lui redonner prise sur son destin. Et donc forcément, en tant que spectateur, je crois qu'on est très tendu avec lui sur la question de sa prise de parole et de qu'est-ce qu'elle va engendrer, etc. Donc effectivement, les scènes de négociation, les scènes de discussion, elles sont tendues par ces enjeux-là. Et après, moi, c'est vrai que c'est un plaisir que j'ai dans le cinéma, dans la série, de voir ces grandes scènes de discussion et de comment est-ce que la tension monte petit à petit et de faire émerger cette chose-là, ça me plaît beaucoup. Votre film brille par les échanges entre les personnages, notamment grâce à l'alchimie entre Brahim et Mehdi. Comment avez-vous capté cette alchimie à l'écran ? D'abord, je crois que ça se passe entre les comédiens parce que ils ont bien saisi l'endroit où devait se situer leur relation. Et c'est un film qui, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a du mal justement à sortir de ce statut de responsabilité, de sérieux, et son cousin l'emmène vers autre chose. Il lui donne un espace pour respirer, pour être lui-même, et c'est un espace de confiance vraiment. Et donc il fallait trouver cet espace de confiance entre donc Sofiane Kames qui interprète son cousin et Ilyes Kadri, et ils l'ont très vite trouvé. Et je dois dire que Sofiane Kames, il a cette capacité à amener de la légèreté, à amener de la fantaisie très facilement, en tout cas ça a l'air d'être facile, et du coup ça a tout de suite marché à l'écran, quoi. Après, à capter, il s'agit d'abord diriger les comédiens et ensuite de leur laisser, une fois qu'ils ont compris où ils allaient, de leur laisser de la liberté, de leur laisser de l'espace au cadre pour pouvoir jouer ça, quoi. J'aimerais savoir un peu plus sur votre collaboration avec votre chef opérateur Martin Roux. Ensemble, vous avez créé un langage visuel qui illumine et en même temps malmène l'objet de convoitise. Comment avez-vous travaillé cela ? Avec Martin, on s'est tout de suite raconté qu'il fallait que le film ait des ambitions assez fortes visuellement, et que on se laisse pas impressionner par le fait que on avait un budget modeste de premier film d'auteur, et que on raconte un milieu opulent, un milieu d'argent. Et donc voilà, il fallait être à la hauteur du milieu dans lequel on évoluait et qu'on voulait dépeindre. Et donc du coup, ça implique effectivement de se voir un peu plus grand qu'on est. Mais moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Et donc on a travaillé à la fois sur des cadres assez larges qui permettent de faire respirer, de montrer des décors, de donner de l'ampleur en fait par la mise en scène, et puis aussi après être dans des choses plus resserrées, plus tendues, dans les scènes justement dont on parlait, des scènes de discussion où effectivement la tension du film repose sur les acteurs. Donc ça a été un mélange de tout ça. Après, on avait des références
qui sont beaucoup implantés dans le cinéma des années 70-80 américains, donc des films assez haut en couleur, des films de mafia, des films dans lesquels on n'hésite pas à aussi fantasmer des milieux et ne pas forcément être dans une approche strictement réaliste, mais aussi se donner la possibilité de rêver ces personnages et les décors et tout ça. Et donc du coup, ça a été la direction artistique qu'on a suivie. Ouais. Vous offrez à Edgar Ramirez un personnage complexe. Pour les rythmures, vous lui avez apporté des détails particuliers par rapport aux autres personnages? Je sais pas si je lui ai apporté des détails particuliers. Je crois que tout était dans le texte, fondamentalement, et il est vraiment tombé amoureux du personnage en lisant le scénario. Non, c'est un personnage qui a plutôt tendance à briller par son mystère, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de clés à donner. Et contrairement à d'autres personnages sur lesquels on a pu travailler un peu sur du background et donner de la matière aux acteurs, lui, c'est plutôt un personnage sur lequel on ne raconte pas vraiment grand chose, et c'est pour le mieux parce que je crois que même Edgar, il fallait pas forcément qu'il sache d'où vient vraiment son personnage. C'est bien d'entretenir ce mystère et de ne pas savoir d'où il vient. Votre film parle de Uma, humiliation, et de tentative de séduction. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est un peu tout ça aussi? Non, heureusement, le cinéma, c'est un milieu nettement plus bienveillant. C'est un milieu dans lequel, évidemment, il y a cette tentation-là parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément une certaine dose de nocivité. Mais heureusement, on n'est pas dans ces échelles-là. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement bienveillants et d'être particulièrement bien entourée. Donc, je peux pas du tout dire que j'ai fait face à ça. Après, je pense que le film s'inscrit, prend pour contexte le milieu du foot, mais en soi, il pourrait tout à fait s'inscrire dans d'autres milieux. L'histoire qu'on raconte, c'est une histoire d'ascension sociale, une histoire d'ambition, mais ça peut évidemment se transposer dans d'autres sphères. Après, le football a ça de particulier que il y a des montants qui sont tellement délirants que il y a une forme de paroxysme qui est atteint avec ce milieu-là. Quel est, pour vous, selon vous, le plus difficile à maintenir pour faire durer une tension tout au long d'un récit? Comme ça, je dirais que c'est une question d'incarnation et une question de rythme. Et c'est tout le travail du montage et tout le travail de l'écriture qui sont vraiment presque les deux jambes du film, en fait, l'écriture et le montage, de justement maintenir cette chose vivante en permanence et de ne pas décevoir le spectateur et de le maintenir à un niveau d'attention élevé. Mais voilà, après, effectivement, je pense que l'incarnation est pour beaucoup aussi dans la tension du récit. J'ai ressenti une forme de parallèle entre votre film et Foxcatcher et Channing Tatum, notamment sur les relations de pouvoir et l'emprise exercée sur un joueur. Est-ce que c'était voulu? Alors, pas nécessairement. De Bennett Miller, j'avais préféré le Stratège, qui est aussi enfin, je crois que c'est lui, hein, Oui. un film sur les coulisses du sport. Mais Foxcatcher, ouais, c'était un film très intéressant, effectivement, sur les relations d'emprise, etc. Après, je dois dire qu'en termes de tonalité, moi j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus charnel aussi, mais dans un sens, comment dire, oui, il y a une forme de séduction dans les arènes que j'ai vraiment désiré. Et là où Foxcatcher, c'est quand même un film extrêmement noir, extrêmement sombre. Nous, on tend à une certaine noirceur, mais dans un premier temps, il y a d'abord aussi beaucoup de... c'est un film très solaire aussi dans un premier temps. J'ai constaté que vous capturez les regards de vos personnages avec subtilité et désir. Comment parvenez-vous à capturer un regard? En fait, moi, c'est mon premier long métrage, donc j'ai découvert beaucoup de choses en le faisant, en le fabriquant, et notamment le fait que on a beau préparer tout ce qu'on veut, on a beau anticiper tout ce qu'on veut avant le tournage, il y a quelque chose de
profondément magique qui se produit à partir du moment où la caméra se déclenche et en fait la caméra capte tout, c'est-à-dire que ensuite on va aller sélectionner au montage, on va construire et on va finalement reconstruire l'image, mais dans un premier temps il y a quelque chose qui échappe à la fois, je crois, aux acteurs et à la mise en scène et qui se produit entre la caméra et le personnage, quoi. Donc on va chercher cette chose-là et évidemment moi j'intervenais beaucoup dans les prises, etc. Donc il y a une forme de direction, mais quand même il y a une magie qui se passe entre la caméra et l'acteur. Bon, je sais que vous aimez le foot. Qui va gagner la finale de Ligue des Champions selon le PSG ou l'Inter Milan? Alors moi j'ai pas regardé les matchs de l'Inter Milan parce que c'est tombé en pleine sortie, mais il paraît qu'ils sont assez brillants. Je crois que les deux équipes ont une très très forte envie. Je dois dire que je souhaite plutôt la victoire du PSG, mais j'ai un peu de peine pour Kylian Mbappé qui aurait tellement aimé la gagner avec eux et du coup je suis partagée. Mais bon, je vais terminer sur un truc un peu mou, mais que le meilleur gagne, quoi. Après moi je suis pour l'OL, donc forcément en fait j'ai un intérêt limité pour... Évidemment, vous êtes lyonnaise si je me trompe pas. C'est ça. Parfait. Avez-vous déjà un nouveau projet en préparation? Ouais, alors j'ai coécrit 2 longs métrages pendant la préparation et la fin des arènes. Donc il y a un long métrage qui vient de se tourner, qui est en montage, qui s'appelle Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall, qui sortira probablement l'année prochaine et qui est un très beau mélodrame sur une histoire d'amour entre routiers. Et j'ai coécrit également une comédie qui s'appelle Charlie est amoureux de William Martin et qui est en financement actuellement, qui est un très beau film, je pense, une très belle comédie entre deux frères, une histoire d'amour. Et là, j'ai lancé l'écriture d'un nouveau long métrage. Donc oui, plein de projets pour la suite. Et je remarque que vous mélangez un peu plus les genres. Par exemple, là, on va aller dans une histoire romantique, puis à drame. Vous trouvez où le plaisir d'écrire de différentes histoires? Les arènes, c'est un thriller, c'est de viscéral. Donc, vous trouvez du plaisir à écrire en général, ou vous trouvez un genre qui vous mêlait le plus? Non, clairement, moi j'ai un plaisir à écrire en général. Je crois que avant tout, ce qui me porte, c'est les personnages, et donc il y a quelque chose de profondément humain, et c'est là où je trouve mon plaisir. Donc autant écrire une comédie qu'un mélodrame d'amour, qu'un thriller, qu'un film politique. Enfin, vraiment, je trouve mon plaisir partout, et la magie du métier de scénariste, qui est un métier un petit peu différent encore de auteur-réalisateur, parce qu'on se projette forcément dans la réalisation, dans la fabrication du film, c'est vraiment de pouvoir justement entrer dans des univers qui ne sont pas les nôtres et découvrir. Et il y a une vraie curiosité, je trouve, dans ce métier qui, moi, me plaît énormément. Et donc, précisément, ça consiste à rentrer dans des univers qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne sont pas forcément proches de nous, mais dans lesquels on se reconnaît à un endroit, quoi. Et pour finir, comme toujours dans le cinéma champ, quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a particulièrement marqué? J'ai vu récemment au cinéma Tardes de Soledad, le film de Albert Serra. Et j'aime énormément ce réalisateur et j'ai été très frappée par ce film qui m'a à la fois plu et déplu, et je trouve que ce mélange d'attirance et de répulsion, c'est vraiment un endroit inconfortable et en même temps fascinant du cinéma. Alors, Les Arènes est toujours en salle, je vous encourage vivement à aller le découvrir. C'est un film qui réussit à nous offrir une séance de cinéma intense, contenue et rythmée, sans jamais nous laisser nous endormir. Merci beaucoup Camille Bertrand pour l'interview. Merci à vous, merci pour votre accueil. Encore merci mon Camille Bertrand d'être venu nous parler de son premier film. Vous avez manqué le début de l'émission, pas de problème, les tops sont là pour vous résumer tous nos débats en un seul lancement. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de DCS. Maxime, nous top 1. Pas le père du 3. Marie, nous top 1. Ingeborg Bachmann. Hugo. Les linceuls.
Et moi, les arènes. Alors... Il n'y a pas plus compliqué là. Et alors, bon, le classement, on a en troisième position les arènes de Camille Vernon. On a en deuxième position Ethelbert Bachmann. Et en première, étonnamment, les linceuls de David Cronenberg. Voilà. Bien, c'était quand même, Vous avez vu notre film cette semaine? Bah, le top 1 de Maxime. Et bah du coup il y a juste moi, ouais, Balle perdue 3. Mais moi aussi je l'ai vu. Tu l'as vu aussi. Balle perdue 3, je trouve que c'est une très bonne conclusion pour une très bonne trilogie d'action. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de bons films d'action français et bah ça fait du bien. Puis je suis désolé mais la scène de baston dans le tram de la ligne 1 de Montpellier, elle est incroyable cette scène. Vraiment. C'est ça que j'ai regardé. Il faut voir ça, il faut voir ça. Puis c'est toujours génial, c'est des véhicules, c'est de la customisation, c'est du bordel, c'est des explosions, c'est de la destruction, voilà. Alban le Noir, voilà. Voilà. Mais non, mais c'est génial. Donc moi j'adore Balle perdue 3, je trouve que c'est une très bonne conclusion et putain, ça va nous manquer des bons films d'action comme ça. Voilà. Hugo ? Non, j'ai pas vu de Rien film encore. Bon, les tops sont terminés et nous on passe. Et Marie. Ma main. Quoi, tu peux donner ton avis sur Balle perdue 3. Très divertissant. Le tram de Montpellier, le 1, terminus lat sur les rails de la ligne 2. Gros problème, hein, mais sinon c'était super. Et t'as pas vu Angers et compagnie aussi? Oui, mais en fait, je crois, je l'ai mis, mais il est pas sorti la semaine d'avant. En fait. Non, il est sorti cette semaine. Ah, bah c'était cool. Ça m'a bien ému, c'était très divertissant. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. Ah, maintenant mieux. Les tops sont terminés et nous on passe à la dernière host partie de l'émission avec le quiz présenté par Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir Dame et bonsoir Véro. Comme toujours. Donc ce soir, vous êtes encore 3 face à moi, donc ça va être chacun pour sa peau. Oh, je vais tellement me faire allumer comme la semaine dernière. Ça va très bien se passer. Non, donc nous avons Lucas contre Hugo contre Maxime. La première question. Oui, qu'est-ce qu'il y a Maxime? J'allais dire généralement quand on dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça se passe pas bien. Et moi, faut jamais me croire de toute façon. Le titre du quiz, c'est ça que je vous demande en fait. Quel est le titre de ce quiz, sachant que je vais faire un jeu de mots avec quiz. Ok. Je sais pas d'autres idées. Les arts quiz. Inquiz Backman. Malheureusement, personne n'a trouvé le titre, mais Maxime, t'étais pas si loin. J'ai cru un peu en toi, c'était Ingeborg Quiz. Oh putain. Simplement. Donc y a pas de point, hein. Je suis désolé pour vous, mais c'est pas grave, on va se rattraper. On passe à la musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Non. Crash? Eh non. La mouche? Eh oui. Oh oui. C'est moi qui marque le premier point de la soirée. Et ton dernier. De David Cronenberg. Tout simplement. C'est le seul que j'ai vu. On passe au en or ou en bois. La première info que je vous proposais, celle-ci. Kirill Serebrennikov est en train de tourner un film français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hugo, il a la bonne réponse. Ouais, je l'ai vu célébrer. Je te la dirai pas. Redis la question, s'il te plaît. Kirill Serebrennikov, Leto, la femme de Tchaïkovski, est en train de tourner un film français. Très bon réalisateur. C'est mon admiral préféré. Moi, c'est vrai. Pour moi, c'est en or. Et c'est bien en or. Effectivement, c'est en or. C'est intitulé Après. Et il compte au casting Louis Garrel, Guillaume Gallienne, Ludivine Sagné, Fanny Ardant et Vincent McCain pour le moment. Donc j'ai très hâte, moi je vous le dis. Vous avez un point tous. Et Maxime, tu prends la tête avec les 2 points. Ça va tellement pas durer. Deuxième info. Quentin Tarantino a avoué qu'il était déjà assez alcoolisé lorsqu'il a déclaré ouvert le festival de Cannes, d'où son comportement étonnant. Pour moi, c'est en bois. Ok. En or. Okay. Un bois parce qu'il n'y a pas eu le temps d'être interviewé, je pense. J'ai totalement inventé cette information. Mais c'est peut-être vrai, par contre. Je connais très mal Tarantino, mais je sais juste qu'il est tellement excentrique que c'est juste normal, au fait. Pour lui, il est sobre en étant comme ça. C'est ça. On est à 3 chez Maxime, 2 chez Hugo, 1 chez Lucas. On continue avec le qui a dit. Qui a dit cette déclaration? On se compare souvent aux États-Unis comme si on était le petit frère du cinéma américain, comme si on essayait de faire aussi bien. Non. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Juliette Binoche. Non. Depuis que je suis petit, je regarde des films français. De Jacques Audiard à Alain Chabat, en passant par Alain Delon, Jean Marais, Catherine Deneuve. Notre savoir-faire et notre capacité à créer du contenu original sont inégalés. Strong? Non. Plus jeune. C'est un français, non? C'est un français. Ouais. Plus jeune.
qui défend le cinéma français. Pierre Ninet. Absolument. Oh oui. Pierre Ninet qui donnait une interview à Vanity Fair et qui a donc déclaré ceci sur le cinéma français. Hugo, tu passes à 3, tu égalises avec Maxime. On continue avec la Sherlock Holmes. Je vais énoncer un crime, vous devez trouver l'auteur de ce crime. Cette question vaut 3 points, je le rappelle. J'ai défendu Woody Allen en disant que si je pouvais tourner avec lui, je le ferais. Qui suis-je? Oui. Sean Penn. Sean Penn, absolument. Bon, entre agresseurs, on se comprend, hein, je pense. Bon, c'est pas grave. Ah, parce que vous avez agressé des gens? Non, entre Woody Allen et Sean Penn. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Je savais pas que Sean Penn avait agressé. Ah bah il a battu sa femme, ouais, à coup de batte de baseball, si tu veux tout savoir. Hugo, tu prends la tête et on passe, et tu passes à 4. Batte de baseball en mode Negan, du coup là. On passe à un quiz spécial. 5. Hugo à 5, je ne sais pas. Si, ah mais c'est vrai, c'est la Sherlock Holmes, à chaque fois je fais le coup. Eh oui, ça fait 3 points. Tu passes à 6, oui. tu prends grave la tête. On arrive au quiz spécial. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a ouvert le Festival de Cannes. Donc je vous ai fait un quiz spécial, le Festival de Cannes au cinéma. Oh non. Et on commence avec la Qui c'est cela. Si je vous dis comme personnage, Paul et Camille Javal. What? Javal, mais La Cité de la Peur? Non. Non. Plus vieux. Tu me remets? Plus vieux, c'est un Godard? Oui. Ah, mais c'est le mépris? Notable. Les 400 coups? Le mépris, absolument. Le mépris, je sais pas comment t'en arrives à cette conclusion d'un coup là, mais. Godard, il y avait le film Nouvelle Vague qui arrive. Waouh, non mais c'est incroyable d'avoir d'avoir cette réponse comme ça là. Ok. On passe à une réplique à un film, attention à vos casques. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Alice au pays de chez Swan. On ne badine pas avec les cadeaux. Notable. Alors là, c'était vraiment, mais tellement Simon, superposé. Ok. Eh bien, Lucas, tu as 2 points. Effectivement, c'est bien le Redoutable de Michel Hazanavicius. Je ne l'avais pas du tout. On passe au jeu des synonymes. Si je vous dis énorme coup de barre. Et là, Simon, il l'a normalement. Mais c'est peut-être le seul. Énorme coup de barre. Fatigue générale? Non, mais t'es pas loin. Hein. Faut prendre l'ordre que j'ai cité. Hein. Énorme coup de barre. Grosse fatigue. De Michel Blanc. Je connais pas le film. Bah, tu passes à 4 quand même, tu vois. Comme quoi. Bien joué. On arrive à Merci le Québec. Si je vous dis le titre québécois, la carte des étoiles. Star Wars. Non. La carte des étoiles. Starcard? Card Star? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je sais pas, j'invente. Mapstar? Ah bah t'es pas loin. Mapstore? Non. Star Map? Mapstar? Bah attendez, vous ne l'avez pas, mais vous y êtes quasi, mais c'est quand même un certain Cronenberg qui a fait ce film. Snars. Vous l'avez dit. City of Je compte à Lucas, je compte à Lucas. Madison. Maps to the Stars. Merci. C'est David Cronenberg. Lucas, tu passes à 3. Tout va bien. On arrive à la critique Allociné. Je vais vous donner une très mauvaise critique d'un film. Vous allez devoir retrouver le film dont je parle, dont cet homme parle, en fait. La Cité de la Peur. Non. Et oui, je me suis fait piéger comme un bleu. Je pensais passer un petit moment sympathique chez des amis et boum, je me trouve traîné de force au cinéma pour regarder ce film. C'est un peu comme regarder les photos de vacances d'un couple d'amis pendant une soirée en fin de repas. On ne s'y attend pas, on est pris au dépourvu, on sait qu'on va passer un sale moment, mais pas moyen d'y échapper. Alors on subit et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas 3120 photos à regarder. Là, c'est nous devant notre place de parking. Là, c'est nous devant notre centre de glace préféré. Tu te souviens, Bernard? C'était bonne ces glaces, hein? Eh bien, ce film, c'est la même chose. On a l'impression d'être tombé dans une faille temporelle où les minutes durent des heures. Rien fly? Non, c'est long, c'est pas drôle et c'est aussi bien joué que les pubs pour Sporelec 3000 dans Téléshopping. Avec le mec tout musclé et le doublage fait par un stagiaire en compta qui s'est retrouvé bien malgré lui à faire ce boulot pour payer l'opération de la prostate de son hamster. What? Oui, le gars était chaud. Mais le fait qu'il parle de nostalgie et tout ça, il y a un rapport avec le film du coup. La faille temporelle, la mauvaise nostalgie, c'est mal fait, c'est ringard. Et alors? Attends. Starmania? Bah non, mais t'es pas loin. 80 stars? Non, j'en ai 80 stars. Comment il s'appelle ce film? Mais t'y étais là? T'as dit quoi? Star 80, mais c'est pas vraiment Star 80. C'est. Star 70. Oh non. Star 90. Non. 80 stars. Je Star 80. Parce qu'il y a 2 films, alors du coup c'est. 2? Ouais, Star 82, ouais. Ah oui. Enfin, c'est Star 80 la suite, mais je te compte. Voilà, Hugo. Star 80 la suite, il y a une scène au Festival de Cannes avec les chanteurs des années 80. Quoi, bon, tu passes à 8, Hugo. On arrive au pas tourné. Dans la Cité de la Peur, apparaissent plusieurs stars en caméo lors du festival, sauf une de cette liste. Laquelle? James Cameron, Rosanna Arquette, Pierre Lescure ou les frères Dardenne.
Lequel ou lesquels n'apparaissent pas en caméo lors du festival dans la Cité de la Peur? James Cameron, Rosanna Arquette, Pierre Lescure, les frères Dardenne. James Cameron, la Cité de la Peur. Bah, c'est ce que je vous demande. Hein. Ok, je crois que j'ai la réponse. Et parce que ça fait un petit... J'ai vu la fiche Wikipédia il y a pas très longtemps de la Cité de la Peur en plus, je crois. Pourquoi? Parce que j'ai fait un truc sur la Cité de la Peur. Ah mais, d'accord. Les frères Dardenne. Ouais, moi aussi. Ok. Je crois que c'était la deuxième réponse. Rosanna Arquette? Ouais. Alors, Pierre Lescure, évidemment qu'il apparaît, hein, Oui, c'est Pierre bien Lescure. sûr. James Cameron aussi apparaît. Il est dedans, ça je le savais. À quel moment c'était le sûr? Je ne sais plus. Alors mais le problème c'est qu'il est dedans, je l'ai jamais vu. Et Rosanna Arquette aussi y est. Ah putain, merde. Par contre, les frères Dardenne, pas du tout. Je les ai juste mis parce que c'est un peu des habitudes festival. Je me suis dit, ça va faire un petit piège. Mais du coup, Hugo, tu passes à 9 et Lucas, tu passes à 4 et tu égalises avec Maxime. Je suis dans la merde. Nous arrivons à la question casting. Si je vous donne comme casting Shaira Fahmy, Young Yin Young, Chang Mi-hee, Kim Mi-hee et Isabelle Huppert. C'est pas un film de Oh Sang-toon? What? Absolument. Ouais. C'est la caméra. Je sais plus le titre, la caméra de Cannes, un truc comme ça. Non, mais t'es pas loin parce que c'est le prénom en fait, c'est la caméra de quelqu'un, mais. La caméra d'Isabelle. Nathalie, un truc comme ça. Non, mais franchement, je vais te le compter parce que. La caméra, mais comment tu as des petites de mais oui, j'étais choquée. Mais quoi? Voilà, pendant qu'il présentait un film à Cannes, il a tourné un film avec Isabelle Huppert pendant le festival de Cannes. Il est en train de faire un autre film là. Qui s'appelle La caméra de Claire. De Claire, voilà. Mais comment tu te sors des titres de films Hugo, comme ça? je te passe à 10. Je suis obligé. Non mais Hong Sang-too est connu pour avoir fait des films à Cannes. Voilà, mais c'est pas tout à fait, j'ai envie de te dire. T'es un alien, Hugo. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ah, c'était la peur. Putain. Bah oui, la Carioca, j'étais obligé, hein. La Cité de la Peur, tout à fait. Hugo, tu passes à 11. On arrive au duel time. Hugo, tu es en tête. Tu vas pouvoir choisir le thème de ce duel time. Tu as le choix entre en long, en large ou en travers. En travers. Très bien. En travers, citez-moi une personne qui est tombée sur les escaliers. Non. Combien de fois est changé le tapis rouge durant le festival de Cannes? 2 à 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par jour ou 2 à 3 fois par jour? Alors quand je suis allé, je crois qu'il changeait tous les jours. Je crois. Donc une fois par jour? Ouais. Wow. Je note. Elle est hard la question. Ensuite, vous êtes à égalité, mais Maxime, tu avais 4 avant Lucas. Ouais. Donc tu vas pouvoir choisir entre en long ou en large. En long. Ok. Quelle est la longueur d'un tapis rouge à Cannes? La longueur d'un seul tapis rouge, hein, du début à la fin du tapis. 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres, 80 mètres. La mer Noire, non, 70 mètres. Je note. Lucas, tu as donc la question en large. La largeur du tapis. Non. Quel est le poids total de tapis rouge utilisé durant le festival? 200 kg, 800 kg, 1 tonne 2 ou 1 tonne 6? Bah attends, je Très bien, je note. Maxime, j'ai eu très peur tout à l'heure quand t'as commencé à donner des chiffres. Je crois que je l'ai, non? Maxime, la longueur d'un tapis rouge à Cannes, c'est 60 mètres. Je suis désolé, t'étais à 10 mètres près, mais bon. Je peux pas avoir un demi-point? Non, tu tombes à 0. Il fallait choisir la bonne réponse en fait. En plus à 0. 3 points. Ah, on enlève 3 points. Tu passes à 1. Bon, bah. Juste pour le 0. Allez, super. Merci, c'est génial. Hugo. Oui. Combien de fois le tapis rouge est changé durant le festival de Cannes? Effectivement, 1 fois par jour. Non mais putain, mais. Il est fort. Mais c'est que depuis cette année. Non, avant c'était 2 à 3 fois par jour. Donc je sais pas comment. Voilà. Mais du coup, tu gagnes 3 points, tu passes à 14. Mais il arrive à chater même avec ça, mais c'est pas possible. Lucas, il y a bien 1 tonne de tapis. Non, je dis n'importe quoi. 800 kilos, pardon. Je dis n'importe quoi. Mais c'est horrible de faire ça. Oui, j'avoue, mais en fait, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que t'avais gagné, mais c'est pas le cas. On dirait, vous savez, comme cette fois où on a annoncé que c'était un film qui était vainqueur, et en fait, c'est pas le cas. Non, 800 kilos de tapis rouge recyclés, enfin recyclés, pas tout, mais voilà, à la fin du festival. Je tiens à dire que ça fait exactement comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en fait, Hugo a un score démentiel et les deux autres. Mais j'écris les quiz pour Hugo, c'est pour ça. Mais bravo Hugo, félicitations. Bravo Hugo. Merci beaucoup Marie pour ce fabuleux quiz. On passe tout de suite à nos recours de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un chroniqueur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Maxime.
Alors moi du coup ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais il y a Véro, Laurent tout à l'heure qui demandait des petites adresses pour le... Commande les bouchons de Lyon. Ouais, qui demandait des restos sur Lyon. Moi je vous recommande quelque chose d'encore mieux que les bouchons lyonnais dans la région lyonnaise, c'est les conscrits. Voilà, alors pour ceux qui ont la vidéo, vous avez cette magnifique photo des conscrits de la 3. Je suis dessus, voilà, il faut me chercher. Donc qu'est-ce que les conscrits? C'est une fête traditionnelle qui à la base était partout en France, qui célébrait justement le départ des jeunes à la guerre. Aujourd'hui, heureusement, on fait plus la guerre. Et c'est une tradition qui s'est beaucoup perdue, mais qui s'est gardée dans 2 endroits, très légèrement en Alsace et beaucoup dans le Beaujolais. J'y suis rentré ce week-end justement pour faire les conscrits qui étaient dans mon petit village à l'Étrat, dans le Beaujolais, que je salue d'ailleurs. Et je peux que vous inviter à aller faire cette fête. Si un jour vraiment vous avez l'occasion d'aller dans le Beaujolais, faites les conscrits, parce que vous ne pouvez pas dire que j'ai fait telle ou telle fête dans telle ou telle ville et c'est la meilleure fête sans avoir fait les conscrits un jour. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ça donne très envie ce que tu dis. Vraiment, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est pas qu'une fête de village, c'est une fête intergénérationnelle et c'est ça qui est génial parce qu'on arrive à faire rassembler des gens qui n'ont pas le même âge. Donc t'as des gens qui ont 10 ans, qui ont 70, qui ont 50 ans et qui sont ultra potes parce qu'il y a quelque chose qui les rassemble, et ça c'est génial. C'est une super propagande. Marie. Moi ça va être beaucoup moins intime et émouvant, mais je vais vous conseiller la comédie du livre qui se tient depuis quelques jours sur Montpellier, mais en tout cas le salon du livre c'est ce week-end. Le samedi 17 et dimanche 18 mai, beaucoup d'auteurs présents, beaucoup d'événements littéraires, des conférences, des lectures, des escape games. J'animerai l'émission du samedi matin sur Radio Campus Montpellier. Et c'est un événement que j'attends chaque année, que j'aime énormément. Vous pouvez parler avec les auteurs, vous faire dédicacer des livres, apprendre plein de choses, donc c'est trop bien. On prend note. Hugo ? En parlant de propagande, je vais vous conseiller la saison 2 de Andorre. Donc pour moi, c'est le meilleur... No spoil, hein. Oui. C'est le meilleur truc qu'on a eu sur Star Wars depuis beaucoup de temps. Je qualifie même mieux ce truc que la Revanche des Sith, pour vous dire. Andor est un meilleur personnage que beaucoup de personnages de la série Star Wars. Et ça nous parle du montée du fascisme à travers l'économie, la propagande et tout ça. C'est génial, allez le voir allez le voir. C'est The Apprentice en série, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Fameux. Moi, je vais recommander le Instagram de Denis Sonro, qui est un ami à moi, qui est à La Réunion et qui travaille tout seul sur des visuels de cinéma, d'effets spéciaux, de visuel art. Tout seul. Et c'est un grand bonhomme qui essaye de vivre de sa passion, et je vous encourage à aller le voir. Voir passionné, c'est toujours passionnant. Et puis, on a un menus qui est le 48 heures film Omen Edition 25 qui commencera le vendredi soir, et aussi il y a une projection qui suit le lundi soir. Il y aura quelques personnes de TCS qui viendront donner à Paris le prix TCS de la meilleure référence. Vous pourrez nous rencontrer en vrai, voilà, et on pourra vous signer des autographes. Voilà, c'est super. Personne ne veut te rencontrer, Maxime. Merci du conseil. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je tiens à remercier profondément l'équipe qui m'a accompagné, Marie, Hugo, Maxime. Merci d'avoir été mes chroniqueurs. Merci également à la technique, Yanis, Simon, Costa, pour votre aide précieuse sur le son et l'image. Remercie aussi à Camille Berthaud pour l'interview, ainsi qu'à Simon, Costa et Lily pour la partie vidéo. Je remercie aussi Raphaël qui m'a appris à réaliser les visuels de l'émission, et bien sûr merci à toutes les personnes qui ont suivi l'émission sur Twitch. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Retrouvez les replays des émissions. La semaine prochaine, Maxime sera à l'animation avec 3 films partis à jour de Amélie Monin, Destination Finale, Bloodlines de Zach Lipovski et Adam Mislin, et se souvenir des tournesols de Zoan Cornillo, Hidalgo et Sandrine Mercier. Avant de vous quitter, je voudrais remercier ma famille et mes autophonistes d'avoir cru en moi. Remercier aussi à Simon de m'avoir donné l'opportunité de réaliser des sauces que je n'aurais jamais imaginé possibles. On se quitte avec la dernière pause musicale de la semaine. Le titre est Chiamalo d'Anthony, une chanson qui pour moi, surtout quand on accomplit quelque chose qui me tient à cœur. Bonne semaine à vous, le Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, et ça repart un peu maintenant.
stata appiccicata un'altra volta, solo poi ti accorgi che hai sbagliato, ti chiamava e non rispondevi, a così le fatte sospettare, non sopporti la sua gelosia, ossessiva quasi da follia, quello schiaffo te lo sei voluto, non capisci ma impazzire per te, dai. E chiamano, stavolta faccio un numero, appiccicata è inutile, perché già sai che ti viene a cercarmi a mattina, eppure tu ci vedi, si legge netti con occhi che tu non ti fidi che stanno. Chiamano, dicendo vieni subito, non aspettarci un attimo, circolo scuse fatte per donare, è un grande amore, e se domandi al cuore ti dirà la verità. Cosa fai che so che sto in fuso, questa coppa casa non è scesa, se ne pente pure se sta male, ha giurato che lui cambierà, gli direi che non è una bugia, stavi a casa dall'amica tua, lui ti crederà e con un bacio ti dirà che mai lo rifarà, dai. E chiamano, stavolta faccio un numero, appiccicata è inutile, perché già sai che ti viene a cercarmi a mattina, eppure tu ci vedi, si legge netti con occhi che tu non ti fidi che stanno. Chiamano, dicendo vieni subito, non aspettarci un attimo, circolo scuse fatte per donare, è un grande amore, e se domandi al cuore ti dirà la verità. Dicendo vieni subito, non aspettarci un attimo, circolo scuse fatte per donare, è un grande amore, e se domandi al cuore ti dirà la verità.